On entend très souvent que le bien-être et la protection des enfants sont des choses sur lesquelles on ne doit faire aucune concession, que ça ne serait pas acceptable. Toutefois, l'obligation du port du masque chez les plus jeunes, à la fois dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, met en avant deux phénomènes importants que j'aimerais prendre le temps de décrire et d'expliquer. Le premier, c'est celui de la reproduction mutuelle des rapports entre un gouvernement et les citoyens, avec les rapports entre les citoyens et les personnes mineures. Le second, c'est l'approbation collective et systématique aux discours ambiants en ce qui traite du bien-être des enfants. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas me lancer dans une démonstration des dommages générés par l'imposition du masque chez les enfants. Il y a déjà beaucoup de littérature sur le sujet sur internet. Vous pourrez d'ailleurs trouver quelques liens dans la description de la vidéo. Et puis, les personnes qui sont au contact des enfants peuvent par elles-mêmes constater l'ampleur de la situation. L'enfant, à sa naissance, est totalement dépendant de la présence de l'adulte qui devra subvenir à ses besoins. Ces besoins naturels d'affection, ajoutés à l'accoutumance de proximité avec ses parents, ajoutés à son incapacité de survie s'il n'est pas constamment pris en charge, font de lui un être qui n'aura d'autre choix que de placer toute sa confiance dans l'agissement de ses aînés pour toujours y voir ce qu'il y a de meilleur pour lui. Seulement, en grandissant, il est sujet à une éducation, aussi bien en milieu familial que scolaire. Et c'est ce qui va maintenir son état de dépendance jusqu'à ses 18 ans. Il devra vivre dans sa famille natale, il devra en être financièrement dépendant, il devra passer sa vie de mineur à l'école, etc. La vie de l'enfant, dans ses grandes lignes, elle est déjà tracée, et il devra suivre une voie balisée qu'on lui a préparée. Quelle est alors l'idée qui ne cessera de s'affirmer dans la représentation du réel de l'enfant ? C'est que la gestion de sa vie par autrui est indispensable à son bien-être. Les années passeront et il sera dans un prolongement de la pensée infantile du c'est pour mon bien. Et cette pensée du c'est pour mon bien, elle pourra être reprise par l'adulte qui s'en servira comme moyen de légitimer l'éducation et donc la condition durable d'hétéronomie de l'enfant. L'enfant passe à l'âge adulte, mais si le franchissement de sa 18e année lui fait accéder à un statut social très différent, ça n'en bouleversera pas pour autant l'ensemble des croyances qui lui ont été inculquées pendant de bien longues années. Et s'il a toujours pensé ne pas pouvoir faire ses propres choix de vie sans qu'une personne tierce ne les lui impose, ce n'est certainement pas le jour de sa majorité que toutes ces années qui l'ont conditionné à cette pensée vont s'annuler. C'est là, je pense, qu'on peut mettre le doigt sur tout un ensemble de procédés éducatifs qui sont décrits comme visant à préparer les jeunes à l'émancipation, à la vie en autonomie, alors que, paradoxalement, par cette persistance à vouloir régir leur vie pour les préparer à une indépendance future, on les prépare à ce qu'on leur fait vivre. On ne peut que les préparer à cela, car leur éducation, dans les faits, elle consiste à les familiariser, à voir leur propre vie être gérée par d'autres. Et là, le glissement s'est opéré. Là, le glissement s'est opéré entre ce très jeune enfant qui ne savait pas verbaliser, qui avait besoin de la présence constante d'un adulte, à cet autre enfant, quelques années plus tard, qui sait parler, qui sait parfaitement communiquer, qui sait faire ses propres choix de vie, mais que l'on garde sous contrôle. Si on entre maintenant dans le monde de la citoyenneté, qui est donc exempte des personnes de moins de 18 ans, difficile de ne pas voir un réagencement des figures d'autorité dans les nouvelles hiérarchies plutôt que leur disparition pure et simple. Très schématiquement, dans les yeux du nouveau citoyen, l'autorité professorale pourra se restituer dans l'autorité patronale, et surtout l'autorité parentale laissera place à une autorité gouvernementale. Le citoyen gardera une propension à s'imaginer la nécessaire présence d'une toute-puissance bienveillante, et donc que les autorités agiraient d'abord et surtout pour son bien, pour ses intérêts, et qu'il n'a donc pas de raison de leur tenir tête. Il pensera aussi qu'en cas de grande difficulté, il ne saurait survivre sans les autorités qui le gouvernent. À l'image de l'enfant vis-à-vis de ses parents qui s'imaginent que papa et maman ont toujours raison, qu'il faut toujours leur obéir, même s'il n'est pas d'accord avec eux, même si leurs décisions peuvent lui sembler absurdes, même s'ils lui font du mal, même s'il est malheureux. Donc, si les instances gouvernementales se montrent défaillantes pour quelque raison que ce soit, nous, adultes, nous les garderons comme référence de premier choix, comme influence de premier choix, pour administrer nos vies de la même façon que l'enfant de 10 ans continuant de conserver son amour et sa confiance pour ses parents, même si ceux-là en viennent à le tourmenter et à lui infliger les pires traitements.
À ce titre d'ailleurs, les livres d'Alice Miller sont assez éloquents sur cette capacité qu'ont les plus jeunes à se vouer à la cause de leurs parents et comment ces derniers peuvent l'exploiter. Adultes comme enfants, nous faisons donc tous ce choix de rester sous une forte autorité, car notre éducation nous pousse à estimer dans notre balance bénéfice-risque que nous aurions bien plus à perdre en nous en libérant. Mais de l'enfant à l'adulte, nous changeons en accédant à une nouvelle position, celle d'un citoyen, qui a tantôt un désir d'obéir et de se laisser diriger, tantôt un désir d'imposer et de contrôler, parce que dans un cas comme dans l'autre, il y trouve son intérêt. Gouvernement citoyen, citoyen-enfant, nous sommes dans des rapports infantilisants. Infantiliser veut dire rendre enfant, et enfant signifie muet. Je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Mais à partir du moment où nous, adultes, nous acceptons les ordres d'un gouvernement infantilisateur, nous devenons des citoyens infantilisateurs. Et quelle chance reste-t-il alors aux enfants de faire leur propre choix? Comment pouvons-nous imaginer qu'en ce qui concerne l'obligation du port du masque, il puisse en être autrement pour eux? Un second phénomène que met en exergue le port obligatoire du masque dans les écoles, c'est cette irrépressible tendance collective à conférer une crédibilité toujours supérieure aux discours ambiants qui en deviennent les références en termes d'établissement des critères qui définissent le bien-être des enfants. En d'autres termes, on est face à ce qu'on appelle du conformisme social, un sacrifice de la pensée personnelle pour une meilleure adhésion au groupe. Parce que la pensée dominante d'aujourd'hui consiste à contraindre au port d'un masque la plus grande partie du temps, les promoteurs de cette idée ne pourront pas être, par le même temps, ceux qui en déplorent les mauvais effets, question de cohérence minimum. S'il y a bien un désir d'imposer et de contrôler, comme on l'a vu précédemment, alors sa réalisation devra passer par la minimisation, si ce n'est la négation, de ses conséquences néfastes. C'est comme ça que, sous les injonctions d'un gouvernement, des millions de parents et des centaines de milliers de professeurs ont fait le choix de masquer les enfants, qui passent maintenant leur journée sous cette nouvelle imposition. L'école étant imposée à l'enfant dans la presque totalité des cas, avec tous ces rythmes que nous connaissons, aussi bien dans la gestion du temps, de l'espace, des pensées, etc. Je renvoie aux quelques vidéos que j'ai fait sur l'école. Sa fréquentation est donc une obligation qui ouvre sur d'innombrables nouvelles obligations en son lieu. Et dans ce contexte, le port du masque obligatoire apparaît en fait comme une énième obligation dans l'obligation. Peut-être une obligation de trop pour certains parents qui peuvent commencer à se dire « là, ça fait beaucoup ». Et je rappelle au passage que l'instruction en famille, seul moyen encore existant aujourd'hui pour les parents de ne pas scolariser leurs enfants, est menacé de disparaître. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait un nouveau mal-être chez les enfants, un de plus je dirais, et auquel nous sommes sourds. Nous y sommes sourds et aveugles parce que le reconnaître pour ce qu'il est impliquerait de reconnaître aussi sa cause. Or, parents comme professeurs font partie de tout un ensemble social dans lequel on leur donne des rôles à tenir. Le parent est chargé d'amener son enfant à l'école, le professeur a pour mission d'enseigner en faisant respecter les règles de son établissement. Celui qui reconnaîtrait l'obligation du port du masque pour son enfant ou pour ses élèves comme une chose non pas seulement inutile mais dangereuse, il commencerait déjà à sortir du rôle qu'on attend de lui et se placerait à contre-courant de la pensée collective. Et ça, chez celui qui s'y risque, ça peut avoir tendance à créer des sensations désagréables. D'où le conformisme social qui est un modulateur important, primordial de notre perception de ce qui est bon, de ce qui est mauvais pour les enfants. Ceux qui sont quotidiennement au contact des enfants, ce sont essentiellement les parents et les professeurs. Ce sont en quelque sorte les exécutants potentiels des mesures qui sont prises à un niveau hiérarchique plus haut. Mais en plus d'être soumis à la tendance universelle au conformisme social, ils font face à un certain nombre de difficultés qui poussent la majeure partie à exécuter à peu près toutes les consignes qu'ils reçoivent, qu'elles soient formellement exprimées ou implicitement présentes dans le discours social. Si parents et professeurs se sentent opposés à l'obligation d'un masque obligatoire chez les enfants et qu'ils veulent être en accord avec leurs propres valeurs, ils devront se lancer dans un combat pour lever cette obligation. Un combat dont ils auraient certainement bien aimé se passer. Mais plus encore, du côté des parents, il est très difficile pour eux de se dire qu'ils contribuent à causer du tort à leurs enfants, car ce sont eux qui leur disent jour après jour d'aller à l'école, là où ils passent leur journée masquée, et là où ils pourront être punis s'ils dérogent à la nouvelle règle. Il sera tout autant difficile pour les parents de faire le choix de ne plus scolariser leurs enfants pour leur
éviter les dommages liés au port du masque, parce que si les parents croient aux grandes vertus de l'école, ils devront totalement y renoncer. C'est une occasion de réaliser que l'école nous est présentée comme un ensemble d'éléments interdépendants. Si on l'accepte, on doit accepter tout ce qu'elle contient. Si demain elle impose le port du scaphandre, ce sera soit on accepte tout et donc l'école avec cette nouvelle règle, soit on choisit de déscolariser. Je rappelle une nouvelle fois que l'instruction en famille est menacée de disparition. Et troisièmement, autre raison de taille qui pourra prévenir la prise de conscience et de décision des parents, c'est que pour déscolariser leurs enfants, ils devront se rendre disponibles pour eux. Mais faire le choix de mettre sa vie professionnelle de côté est une décision souvent très difficile qui sera rarement envisagée. Les professeurs, quant à eux, en plus du phénomène de conformisme social, ils pourraient aussi ne pas supporter ce savoir être les auteurs de ce qu'ils font subir à leurs élèves en les contraignant au respect des mesures sanitaires, dit-on. Ça pourra être une raison pour eux de fermer les yeux sur cette réalité. Avoir connaissance des mauvaises conséquences du port du masque qu'ils imposent à leurs élèves pourrait les mener assez naturellement à une désobéissance et ainsi à laisser dans leur classe la liberté aux élèves de porter ou de ne pas porter le masque. Mais ils savent que cette initiative pourrait leur coûter cher et ils ne voudraient pas, comme tout le monde, que s'interrompe soudainement leur carrière d'enseignant. C'est donc une raison qui aura de quoi les dissuader de remettre en question certaines implications du port du masque. L'intolérance des professeurs pour la situation que vivent leurs élèves et face à laquelle ils se sentent dans l'impuissance pourrait les mener à faire le choix de quitter leur fonction. Mais là encore, une décision très difficile à prendre qui impliquerait de nombreuses conséquences dissuasives. Nous voyons de quelle façon des peines infligées aux personnes de moins de 18 ans se retrouvent finalement légitimées aux yeux de toute une nation. Je pense à une anecdote d'un chef d'entreprise qui a voulu prendre des mesures dès le mois de janvier dernier, pour éviter la propagation du virus. Sa fille avait été malade et il disait lui avoir conseillé de mettre un masque pour aller à l'école afin d'éviter la contagion. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, à l'école, on l'a intercepté, on lui a dit d'enlever son masque et on a appelé ses parents pour leur dire qu'il n'était pas question que ça se passe comme ça. Donc, ce qui pouvait être considéré il y a quelque temps par à peu près tout le monde comme une forme de maltraitance pour l'enfant, est aujourd'hui vu comme sans danger. On dit souvent que tout parent ne cherche qu'à protéger instinctivement ses enfants, mais visiblement cet instinct primaire de protection disparaît lorsque les attaques à l'encontre des enfants sont menées par des autorités, par des experts qui parlent à la télé, et par l'influence de toute une partie de la population. Donc on est passé depuis le début de l'année d'un interdit pour l'enfant à porter le masque à une obligation pour l'enfant à porter le masque. Et malgré que c'est une mesure qui le concerne pleinement, on ne s'imagine évidemment pas un seul instant lui laisser le choix. Ça, ce sont des idées encore totalement absentes de l'esprit des gens. Ça paraît assez fou de laisser le choix à l'enfant de ce qu'il veut faire dans nombre de domaines de sa vie, et même ici de porter ou de ne pas porter un masque. Mais peut-être que ça paraît tout aussi fou à un gouvernement de laisser le choix à sa population de porter ou de ne pas porter un masque. S'il nous paraît déjà incroyable à nous, adultes, de ne pas obéir aux injonctions que nous recevons, alors comment les enfants pourraient espérer de nous qu'on leur laisse une liberté que l'on se refuse nous-mêmes d'avoir ? On peut noter que ce soit dans l'interdiction du port du masque ou dans son obligation, c'est très souvent dans l'imposition que nous nous représentons ce qu'il y a de mieux pour le bien-être des enfants. Avec toutes ces contraintes relatives à nos situations et aux situations des parents et des professeurs, on tend vers une acceptation massive de tout un tas de mesures que l'on aurait pourtant rejetées si nous avions le libre choix de les rejeter. C'est ce qui va définir une perception bien particulière du bien de l'enfant qui semble souvent répondre aux volontés de contrôle et de discipline exercées sur le peuple, mais aussi par le peuple, plutôt qu'aux besoins réels du groupe ciblé. Le port du masque obligatoire dans les écoles apparaît comme le résultat d'un croisement entre l'interdépendance d'un double contrôle simultané qui s'exerce du gouvernement vers le peuple et du peuple vers les enfants, et de l'idée généralement admise que le bien-être des plus jeunes dépend essentiellement de l'application des discours en vogue. Une des conséquences à ça, c'est que l'enfant est une sorte de prolongement de la vision du monde que se fait l'adulte. Il est son sujet éducatif. Il n'est pas vu comme un humain à part entière qui serait en capacité d'avoir des opinions d'une même valeur que celles de ses aînés et qui devrait pouvoir faire ses propres choix.
De ce fait, le rôle de l'enfant est aussi relégué à celui d'un réceptacle des peurs et de la culpabilité des adultes. Peurs et culpabilités qu'il devra endosser. Comme nous avons peur d'être sanctionnés, que ce soit socialement ou pénalement, et que nous avons peur de cette culpabilité qui surviendrait si nous étions mal jugés par les autres, nous obéissons. Et donc nous incarnons aussi un exemple d'obéissance face aux enfants. Ces peurs sociales que nous avons sont telles qu'on en vient à contraindre des millions d'enfants à porter des masques à longueur de journée en ignorant l'étendue des dégâts que l'on est en train de leur causer. Le bien-être des enfants, si souvent mis en avant comme une priorité sur laquelle on ne devrait jamais tergiverser, il passe complètement à la trappe. Comme je le disais, je ne vais pas ici m'étendre sur les dommages causés aux enfants. Vous pouvez consulter les liens dans la description de la vidéo qui pourront servir à commencer à se faire une idée sur la situation. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.